Dans cet épisode, je reçois Édouard. Édouard est un papa cinquantenaire, il a 4 enfants qu'il a eu avec 3 épouses différentes. Vous allez découvrir en fait toutes ses aventures et comment il a su gérer toutes les complications liées à ces 3 séparations pour en sortir quand même énormément de choses positives. Cette confidence de papa séparé, elle se place sous le signe de l'optimisme et de l'empathie et je vous laisse découvrir cet épisode tout de suite. Bonjour Edouard, et je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast Confidence de papa séparé. Bonjour Donc on va Greg, rentrer. merci Ouais. de me convier à ce podcast. Écoute, ouais, c'est hyper sympa de pouvoir papoter ensemble. Donc on va passer un petit moment et puis l'idée c'est que tu vas nous raconter en fait ton histoire, nous faire partager ton expérience pour que ça puisse aider le plus de papas possible. Alors peut-être tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et peut-être nous parler de ta situation actuelle. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Édouard, je viens d'avoir 50 ans, donc j'ai franchi un cap important dans une vie. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi, enfin toute ma jeunesse, j'ai passé au Vésinet dans le 78. Je vis aujourd'hui à Paris. Et ma situation, j'ai 4 enfants, 19, 16, bientôt 10 et bientôt 6, que j'ai eu avec 3 mamans différentes. Et aujourd'hui, je partage ma vie avec une personne dont je n'ai pas d'enfant. Euh, voilà, mais je m'arrêterai à 4 enfants avec on va en reparler, mais en tout cas une bonne organisation. Et surtout, j'ai des enfants qui s'aiment énormément. Donc ça, c'est une grande chance aujourd'hui pour le papa que je suis. Alors c'est hyper intéressant. On sait tout de suite après 30 secondes que tu as un parcours de vie que je vais qualifier de complexe. Hein. C'est-à-dire que voilà, trois femmes différentes, dont 2 épouses, donc 3 séparations, Mm. 4 enfants. Est-ce que tu peux nous retracer un peu l'historique de ces relations? Je suppose que tu as dû commencer peut-être assez tôt. J'ai rencontré en fait ma première femme, j'avais 30 ans, j'étais parti seul aux Bahamas, au Club Med. À l'époque, je travaillais dans une filiale de Dassault Systèmes, je voyageais beaucoup. Je passais ma vie dans des avions et puis après avoir marié pas mal de mes potes et notamment ma sœur, j'ai rencontré ma première femme donc au club et quand on est rentré, tout allait très vite puisque on s'est installé très vite ensemble et on a fait un enfant 6 mois, enfin 6 mois après s'être rencontrés. Et puis un deuxième est arrivé donc Oscar 3 ans après. Et donc on est resté à peu près 8 ans ensemble. Et ça a été une séparation qui a été très compliquée pour plein de raisons, mais parce que moi à l'époque je voyageais beaucoup et c'est vrai que le week-end j'aspirais plus à pouvoir rester chez moi et profiter un peu de ma famille, là où j'avais mon ex-femme qui avait plutôt envie de sortir et ce que je pouvais comprendre. Mais c'est vrai on avait 2 vies qui étaient totalement décalées, sachant qu'elle était avocate spécialisée en droit de la famille. Donc c'est ce qui a fait aussi que ça a été compliqué dans le cadre du divorce. Euh, et puis, mais j'y reviendrai parce qu'on va y revenir. Et Ouais. puis ensuite, il y a eu, euh, j'ai rencontré. euh, alors moi, à la rigueur, c'est un petit peu spécifique parce que pour le coup, j'ai rencontré euh, en ayant quitté ma première femme, j'ai rencontré une personne qui deviendra la maman de ma dernière fille. En fait, on s'est rencontrés sur une application, on s'est séparés au bout de quelques mois, et ensuite j'ai rencontré celle qui deviendra ma deuxième femme, avec qui j'ai eu mon troisième enfant, Louise, qui va bientôt avoir 10 ans, et on est resté en tout et pour tout à peu près 3 ans et demi. Nous avons été mariés également, et quand nous sommes séparés, je me suis remis avec la personne que j'avais rencontrée sur l'application, et nous avons eu une fille ensemble, donc ma dernière fille, Joséphine, qui va avoir 6 ans dans quelques semaines. Voilà, donc ça c'est comment tout s'est un peu passé, mais
c'est vrai que c'est quand on en parle et c'est assez intéressant justement de faire ce podcast parce que je crois aussi que ça permet de pouvoir je trouve que c'est agréable aussi de s'arrêter, de regarder un petit peu son passé et de voir tout ce qui a pu se passer parce que il s'est forcément passé beaucoup de choses, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une chose que je retiens, c'est que j'ai toujours privilégié mes enfants au lieu de mes intérêts personnels. Et je dis ça, je prends juste un exemple parce qu'il est concret et il est très important, c'est que quand je me suis séparé de ma deuxième femme, puisque j'ai été marié que 2 fois, le jugement indiquait qu'à l'âge de 5 ans, puisque quand on s'est séparés, notre fille, Louise avait 18 mois et le jugement disait qu'à l'âge de 5 ans, elle pouvait faire une semaine chez papa et une semaine chez maman. Et en l'occurrence, quand il est arrivé où on a fêté son anniversaire pour son 5e anniversaire, on a estimé, en tout cas j'ai estimé qu'elle était peut-être pas encore prête à faire une semaine chez papa et une semaine chez maman. Et donc j'ai privilégié le confort de Louise, mon enfant, pour qu'elle reste chez sa maman et que je l'ai un week-end sur 2, sachant quand même que je la dépose aussi régulièrement le matin à l'école. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce que ça me permet de la voir le matin et même si c'est un petit shoot, une petit shoot de vitamines de 10-15 minutes, et C'est c'est merveilleux important, ouais. pour le papa avant d'aller travailler. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, bon, petite parenthèse sur moi, mais effectivement, comme j'ai mes deux plus petits, donc 7 et 10 ans, voilà, en résidence alternée, j'habite à 2 minutes à pied de l'école, et c'est vrai que pouvoir les emmener le matin, bon, maintenant ils grandissent, ils sont Hein. autonomes, ils veulent faire les grands, donc ils y vont tout seuls, mais voilà, pouvoir être présent, leur faire coucou, même un peu de loin maintenant, Oui. mais c'est vrai que c'est des moments de vie qui sont privilégiés, hein. Moi, voilà, je le vois bien dans la communauté des papas divorcés. Il y a plein de papas qui sont malheureusement en éloignement géographique et qui peuvent pas bénéficier Mmh. de tous ces petits moments de vie, bah, qui font partie Ouais. du rôle voilà, de papa, en tout cas des privilèges de papa, et c'est assez dur. J'ai une petite question à te poser. Mmh. Donc, après 3 séparations, je voulais savoir si voilà, comment. Alors, on va peut-être revenir sur ta première séparation. Tu nous as partagé que ton ex-femme, elle était dans le milieu, on va dire, donc Ouais. avocate Mmh. aux affaires familiales. En quoi les difficultés sont survenues? Quel type de difficultés sont survenues au moment de la séparation et du divorce? Alors moi, je peux me projeter en disant que bon, elle connaissait les dossiers, les petites astuces, elle est dedans, donc forcément. Ouais, Le diable est dans le détail, comme on dit. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu deux, trois difficultés que tu aurais vécues à ce Les moment-là? les difficultés, en l'occurrence, elles sont sur le fait que bah, évidemment, c'est moi qui ai décidé de partir parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc forcément, à partir du moment où je quitte la personne, Ah, une forcément la blessure. personne, il y a une blessure derrière. Donc elle se sent trahie pour plein de raisons et c'est assez compréhensible. Ça, c'est la première difficulté. Donc il faut arriver à la gérer. Je pense que à l'époque, euh, je trouve qu'aujourd'hui, parce qu'évidemment, énormément de gens se séparent, je le vois dans mes propres amis, et il y a des couples qui essayent de faire des thérapies, enfin en tout cas de se laisser une dernière chance. Euh, je crois que j'aurais aimé, à cette époque-là, pouvoir bénéficier peut-être d'une thérapie de couple. Alors c'est quelque chose qui, je sais pas, ça existait peut-être, mais on en parlait très peu parce qu'il y avait peut-être pas autant de divorces qu'il y en a aujourd'hui. Donc il y a des gens qui se sont engouffrés sur ce marché-là, et c'est un marché très porteur. Mais c'est vrai que j'avais pas d'expérience d'une séparation, donc on fait forcément des erreurs. On peut avoir des mots qui peuvent être un peu déplacés, des moments où on se met en colère parce qu'on on est blessé et puis parce qu'on va pas bien, parce que moi j'allais pas bien dans mon couple. Donc quand tu vas pas bien dans ton couple, Ouais, tu vas pas bien tout court et, difficile de euh, prendre du recul. et c'est très compliqué de prendre du recul. Il y a ça. Après, il y avait des enjeux financiers aussi qui étaient importants. Moi, j'avais la personne qui partageait ma vie, mes 2 premiers enfants avaient un train de vie qui était important et je m'en inquiétais. J'avais l'impression de pas pouvoir suivre tout le temps. Voilà, mais parce que c'était ça peut être des petits reproches comme ça. C'est-à-dire que Ouais. on avait du mal à mettre de l'argent de côté parce qu'il y avait, voilà, on faisait trop de dépenses. Ouais. Et je pense que moi, ça m'en a inquiété. Après, pareil, j'ai essayé avec
avec mes enfants tout de suite de pouvoir garder une relation papa-enfant la plus solide possible. Comment se passe la garde du coup? Parce que tu Alors m'as aujourd'hui, partagé que tu voyageais pas mal à l'époque, donc alors ma comment garde, elle tu était, prépares? voilà, c'était, c'était un week-end sur deux, de temps en temps sur des week-ends de 3-4 jours. Puis j'en profitais beaucoup pendant les vacances parce que je voyageais quand même pas mal. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, ils ont donc 19 et 16, ils vivent chez leur maman. Ils ont, pendant il y a quelques années, quand ils étaient un peu plus jeunes, ils venaient passer des week-ends. Mais aujourd'hui, ils sont grands et on se voit beaucoup. Le week-end dernier, ma fille a eu 19 ans, on est allé faire du shopping. Enfin, on va passer des bons moments, on va au restaurant, on va profiter de certaines choses. Euh, donc, j'essaye de passer des moments très quali avec eux. C'est important pour moi. Donc, on va pouvoir. On a fêté quand j'ai fêté l'anniversaire de ma compagne. On a pour le coup. Ils étaient là parce que maintenant ils sont adultes, donc j'essaye de les rentrer dans un mode où, bah voilà, quand on est en vacances, on peut sortir en boîte de nuit, on peut aller boire des verres dans des bars et tout, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc on a une relation très différente. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une relation fusionnelle avec leur mère. Contrairement à moi, c'est-à-dire que ils se confient essentiellement à leur maman, pas à moi. Donc voilà. Mais ça ne m'attriste pas. Mais c'est vrai que j'ai une relation qui est très différente avec mes deux dernières filles qu'avec mes deux premiers enfants, parce que j'ai beaucoup appris des années passées et des erreurs que j'ai pu faire, voilà, dans la gestion du quotidien. D'accord, et du coup, si qu'est-ce qui a changé, le papa qui en toi, qu'est-ce qui a changé entre tes 2 premiers enfants et finalement la petite dernière? Qu'est-ce qui a mûri en toi, qu'est-ce que tu fais différemment finalement avec Bah, elle? quand je passe du temps avec eux, j'essaye de passer du temps vraiment quali avec eux. J'essaye de vaincre j'ai toujours eu la peur de l'abandon. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi et j'ai toujours eu peur que mes enfants ne m'aiment plus. Mais même au quotidien, encore aujourd'hui, c'est quelque Ouais, chose qui est profond chez moi et c'est pour ça que comment dire, là-dessus, j'ai pas forcément progressé, même si je progresse quand même un peu, c'est le fait de dire non à ses enfants. Et moi, j'ai l'impression que quand je leur dis non, ils vont plus m'aimer. Alors évidemment, ça a toujours mes ex-compagnes, elles m'ont toujours dit, mais Edouard, il faut que tu arrêtes là-dessus, parce que tes enfants, ils t'aimeront toujours, tu vois. Donc il faut apprendre à leur dire non. Alors je leur dis non quand même sur certaines choses, ça va de soi. Mais j'ai l'impression, aujourd'hui, effectivement, j'ai peut-être un papa plus présent, c'est-à-dire que j'aménage mon emploi du temps pour être plus disponible pour elle, quand il y a les vacances, de ne prendre 2 jours pour pas travailler, pour pas qu'elle soit en permanence dans un centre aéré. Voilà, c'est des petites choses que je ne faisais pas avec les 2 premiers parce que j'avais entre 30 et 35 ans, que j'avais des fonctions qui m'amenaient à beaucoup, beaucoup voyager. Et voilà, et j'avais l'impression que mon monde, c'était plutôt d'être dans des avions, des hôtels et aller signer des contrats plutôt que de passer du temps quali avec mes enfants. mais est-ce que tu aurais pu le faire, je veux dire que tu avais le temps matériel à cette époque-là Bien ou sûr, je sais pas, ou le bien pouvoir sûr de t'organiser? bien sûr que j'avais pu le faire, mais c'est-à-dire que j'avais l'impression que je me reposais plus sur les mamans. Ouais, Je me reposais beaucoup plus sur les mamans parce que j'avais le sentiment qu'elles avaient une maman, en tout cas pour les 2 premiers, qui est une maman exceptionnelle. J'ai des enfants exceptionnels parce que j'ai eu des enfants avec des mamans qui ont su, heu, oui, qui ont su être aussi présentes, surtout pour la 1re et la 2e et la 3e. Mais la première, c'est voilà, il y a vraiment quelque chose chez elle où ses enfants, c'est toute sa vie. Donc mais là-dessus, ensuite, pour la deuxième et la deuxième, elle exerce de grandes fonctions, donc elle est aussi, elle voyage aussi beaucoup, mais on a toujours su se coordonner et avoir une structure pour que notre fille, Louise, ait un équilibre le plus parfait possible. Et ça n'a pas de prix, parce que je pense que c'est ce qui est très important, et je reviens à ce que je disais, ce sont les enfants. La priorité, ce sont les enfants, c'est pas moi. C'est comment je fais le mieux possible pour que mes enfants
enfants, et en tout, voilà, et tout ce qu'il faut, et parfois peut-être trop, parce que ma première femme me disait souvent, c'est pas parce que tu leur fais des cadeaux tout le temps qu'ils vont, oui, On peut se l'aimer, ouais. ils vont plus m'aimer, en fait, Ouais. et je leur faisais des cadeaux parce que c'était une façon de compenser mon absence, parce qu'il y avait les voyages, il y avait les dîners à Paris, il y avait tout un ensemble de choses. Donc c'était vraiment, j'avais deux vies, la vie la semaine et Ouais. la vie le week-end. Alors C'est qu'aujourd'hui, très intéressant ce que tu nous racontes sur le fait de compenser par finalement la possibilité de dégainer un peu le portefeuille. Moi, enfin, je remarque, enfin, c'est quelque chose, on va dire, c'est quelque chose de mécanique hein, ouais, psychologiquement. C'est-à-dire que tu n'es pas là, comme tu vois peu ton enfant, bah voilà, tu veux lui faire plaisir et le faire plaisir, bah ça passe souvent. En tout cas, c'est plus facile de le faire comme ça, c'est de dégainer un peu. La carte de crédit, d'acheter un petit cadeau. Voilà, c'est pas obligé d'être des choses folles, mais d'être toujours dans le tu veux quelque chose. Ben moi, je suis un peu le génie de la lampe qui va te permettre d'avoir ce que tu veux et tu vas garder ce souvenir là. Mais le travers de ça, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est que finalement, tu crées un biais dans l'esprit peut-être de ton enfant qui te dit à un moment donné, il te voit plus que comme un portefeuille et il crée une relation malsaine. C'est-à-dire que plutôt d'être comme tu l'as expliqué dans des moments de qualité d'échange où tu vas donner de toi, en fait, tu vas donner autre chose. Parce que donner un cadeau, c'est pas donner de soi, à moins que ce soit quelque chose que tu as fait de tes mains ou personnellement. Et du coup, est-ce que tu as réussi à corriger un petit peu ça ou bien sûr. et en quoi ça a impacté la relation avec tes enfants? Est-ce que t'as pris un peu de recul par rapport à ça? Est-ce que Oui, tu as une idée là-dessus maintenant? oui, j'ai pris beaucoup de recul, Mm. puis parce que j'ai aussi été voir un maman, voir un psy, parce Mm. que j'en avais jamais vu avant et que je me suis dit que ce serait bien, et je pense que c'est important. Euh, j'ai aussi, on a toujours un historique. J'ai des parents qui sont toujours vivants. J'avais un papa qui était un grand dirigeant, qui dirigeait une grande, sa propre agence de publicité, qui était très peu là. Donc c'est notre maman qui s'est beaucoup occupée de nous. Donc peut-être que est-ce que j'ai refait le schéma que j'ai vécu quand j'étais enfant, mais ce que j'apprécie, c'est que j'ai pu le corriger justement avec la naissance des deux dernières et d'avoir su, parce que ce qui est important, c'est de progresser. Moi, je me suis toujours enrichi des autres dans la vie. Ça m'a toujours accompagné dans toutes mes activités et dans une que je fais aujourd'hui puisque j'organise des dîners de dirigeants régulièrement parce que j'ai besoin de m'enrichir des autres. Mais j'écoute beaucoup et pour le coup, j'ai réussi à être, je pense, un meilleur père avec les deux dernières plutôt qu'avec les deux premiers. Mais j'ai réussi à faire que les quatre soient vraiment très très proches et très heureux de se voir régulièrement. Et ça, c'est important parce que les deux grands auraient pu être jaloux du fait que leur papa était beaucoup plus présent pour leurs deux sœurs que pour eux-mêmes. Il y a quelques années de ça, mais non, je pense qu'il y a un dialogue. On essaye d'échanger le plus souvent possible, surtout avec les deux grands, dès que je peux. Voilà. Et après, voilà, j'ai une ado aujourd'hui, enfin, qui a 19 ans, donc elle vole pas encore de ses propres ailes, mais mes enfants font ma fierté, chacun, voilà, par leur façon d'être. Mais je trouve que c'est important. Euh, mais encore une fois, je aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment l'équilibre que je peux leur donner au quotidien. Essayer de leur transmettre le plus de choses possible. Ça, c'est très important. Mais encore une fois, il y a aussi la culture de vie avec les mamans, parce que moi, je suis ce que je suis, mais les mamans ont aussi leur propre culture. Je vais te donner un exemple. Ma première compagne, qui était catholique, s'est convertie au judaïsme. Ok. Donc, euh, aujourd'hui, ce sont deux cultures très différentes, d'une certaine façon, que je respecte totalement, puisque mon grand-père était juif polonais. Donc j'ai une vraie sensibilité pour la culture, évidemment, judaïque. Mais, et beaucoup de mes amis sont aussi de cette confession-là. Mais c'est vrai que elle a ce côté un peu mama, elle a ce côté où elle a bonne copine. Donc c'est vrai que c'est une éducation un peu différente, mais je n'ai pas à juger de l'éducation qu'elle donne à nos enfants. On essaie juste de trouver le bon équilibre
équilibre. Et je crois que ça, c'est un vrai problème dans les couples, pour en avoir discuté. C'est quand le père et la maman n'ont pas la même vision des choses dans l'éducation, dans la façon de gérer le quotidien. Enfin, et je pense que les enfants sont des victimes collatérales de ça, suivant leur âge. Quand on Ouais. a 3 ans, ils s'en rendent pas compte, mais quand ils ont 10, 12, 14, 16, c'est là où Ah, peuvent apparaître ça des peut, problèmes ça peut d'adolescence. commencer plus tôt. Alors moi, toi, tu parles un peu de rythme de vie ou de manière de faire différente, mais moi, je ramène ça plutôt aux valeurs. Parce qu'en fait, dans D'accord. le couple, on est en fait, moi, j'aime bien cette image-là. On est une équipe. Et bah, t'as des, voilà, t'as tes atouts, t'as tes inconvénients, hein, tes forces et tes faiblesses. Et en fait, quand t'es ensemble à deux, bah, tu formes une équipe, c'est-à-dire que tes forces compensent les faiblesses de l'autre et vice-versa. Et puis au moment de la séparation, bah, chacun se retrouve avec ses forces et ses faiblesses tout seul dans son coin. Et c'est là où il peut y avoir des nivellements qui peuvent être positifs ou négatifs, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais si tu as une différence de valeur qui moi Ouais. me semble très Hum, déséquilibrée, et hum. ben à ce moment-là les enfants peuvent se retrouver entre deux systèmes et savent plus vraiment comment gérer ça. Et moi le souci que j'ai eu sur la séparation avec ma première épouse, c'est qu'effectivement même si on avait mis en place une garde alternée, en tout cas j'avais l'impression de compenser tout le temps. Hum. Et en fait, la garde alternée, moi, m'a beaucoup fatigué. C'était, voilà, fallait toujours refixer le cadre. Et en fait, Hum. c'était sur ma semaine, c'était deux, je sais pas, peut-être sans trop exagérer, 2 à 10 fois plus d'efforts qu'avant. Donc, pour moi, ce système de valeurs est très important. Et en plus, si tu rajoutes bah, des conflits liés à la séparation là-dedans, mais en fait, tu as vraiment du mal à te mettre sur des rails qui vont te permettre de te projeter de manière positive dans la vie. Moi, je comprends que t'as pas eu forcément Mais ce en fait, je système-là. rajouterais même, il y a une phrase que j'aime énormément qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais, c'est Et vrai. c'est totalement vrai. Ouais. Vraiment. Donc, mais je me retrouve hein, dans ce que tu dis. Mais encore une fois, euh, il y a, il y a toujours la gestion des émotions. Je crois que finalement, c'est notre capacité à gérer les émotions. Parce que de temps en temps, on se dit, il y a des choses qu'on n'aime pas et on a potentiellement envie de faire mal ou de titiller parce que et c'est toute une question de gestion des émotions parce que ça dépend. Est-ce qu'on va on va bien dans son boulot, est-ce qu'on va bien au niveau santé et tout ça, bah ça contribue à ce qu'un couple à un moment qui est séparé, hein, mais parce qu'il y en a un qui retrouve quelqu'un d'autre plus vite et l'autre qui a du mal à retrouver, donc qui se sent lésé d'une certaine façon parce que on voit son ex-conjoint heureux, amoureux, on peut voir des posts sur LinkedIn, des photos ou des gens qui vous disent ah j'ai vu qu'il était parti en Inde. Voilà, tout ça c'est une gestion des émotions et je crois que c'est ça la principale problématique aujourd'hui. C'est d'apprendre à les gérer en fait. Et il faut se faire accompagner. Ça, s'il y a une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que quels que soient les couples, il faut se faire accompagner pour pouvoir. Mais comment on se fait accompagner? Il y a des coachs. C'est très très important aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que c'est une obligation. Ouais, je partage ton avis. Alors moi, je suis pas très friand de psychologue, même si j'y suis allé aussi, parce que j'ai un caractère qui est pas, on va dire, qui est un petit peu, voilà, j'ai du mal à y trouver mon compte. Et en fait, moi, tu sais, j'ai besoin d'une feuille de route, j'ai besoin d'objectifs, et j'ai besoin d'avoir quelque chose en ligne de mire. Et j'ai parfois l'impression d'être au milieu de l'océan en fait avec un psychologue et je vois pas le phare en fait à l'horizon et moi je crois plutôt justement en termes de alors, je sais pas si je vais appeler ça la reconstruction ou le fait d'aller de l'avant ou de reprendre sa vie en main. Je crois beaucoup au fait de se fixer des objectifs et d'avoir des points de mire, pas forcément des choses folles, hein. On parle pas de je sais pas de monter une entreprise ou ce genre de choses là, mais voilà la stratégie ou la méthode des petits pas. Et à chaque fois, on fait des accomplissements et on va de l'avant et en fait, on retrouve une valorisation de soi en fait qui nous permet de dire ouais en fait bah, de un voilà j'y arrive, j'avance et c'est tangible et ça me permet de gonfler un peu mon niveau de confiance et de me remettre en marche. En fait, le plus dur c'est toujours de se remettre en marche. Alors je voudrais juste qu'on fasse un petit retour. Alors tu l'as abordé un petit peu avant. Moi, je voulais savoir comment alors tu t'es fait accompagner et tu en as tiré des bénéfices, mais je voulais savoir comment tu as réussi à sortir un peu des conflits
avec ton ou avec tes ex? Parce que du coup, la première, donc c'est toi qui l'as quitté, mais peut-être qu'avec les autres, tu as un parcours différent. Moi, je La, reviens la plus deuxième, sur c'est elle la qui. gestion des conflits, ouais. Monsieur, la deuxième, c'est elle qui a choisi de mettre fin à notre histoire. Je ne saurais pas dire les raisons. On avait tous les deux des grosses fonctions à l'époque. Donc c'était un peu compliqué. On s'était dit effectivement l'un et l'autre qu'il fallait qu'il y en ait qu'un des deux qui ait des grandes fonctions. Bon, bref. Après, voilà. Donc ça a été très très douloureux parce que il y a un temps pour la colère, il y a un temps pour le pardon, mais j'ai été effectivement très très malheureux de cette séparation parce que je l'ai pas vu venir. Elle s'est faite de façon très très brutale du jour au lendemain. Après. Euh, donc oui, forcément, quand on vit ça, on a beaucoup de colère en soi. On a beaucoup de colère, mais on a beaucoup de colère avec la personne qui vient de nous quitter. Mais cette colère, forcément, elle a des effets aussi négatifs avec ma première femme, parce que bah, forcément, il y a une gestion d'émotions que je ne gère plus du tout. Donc, ça provoque des conflits, ça provoque des clashs sur des sujets où il n'y aurait jamais eu de clash avant. Les vacances, comment il y a une répartition, enfin, il y a tout un ensemble de choses en fait qui sont. Et puis, en l'occurrence, parce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai quand même dû gérer quand j'ai divorcé officiellement en mars du premier mariage en mars 2015. Et au même moment, je préparais mon mariage avec la deuxième personne avec qui j'étais. On se mariait en mai. Donc le timing, c'était très compliqué dans la gestion d'émotions parce que ça a mis beaucoup de temps sur le premier pour trouver un accord financier. Et comme ma seconde compagne avait des gros revenus, ma première femme en a profité pour essayer d'aller chercher. Et en fait, pour que je puisse avoir le document du divorce, à de me demander des sommes absolument astronomiques en termes de pension alimentaire et tout. Donc tout ça, ça a été aussi très très compliqué parce qu'on était dans la démesure. Et quand on est passé devant un juge, à ce moment-là, même le juge a souhaité me voir 10 minutes, seul à seul, en me disant je n'ai jamais vu des montants pareils par rapport à vos revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parmi tous les divorces que j'ai pu gérer. Et j'étais dans une situation qui était très très compliquée sur le fait que parce que moi je voulais pas forcément me remarier tout de suite. J'avais envie de me remarier, mais voilà, comme ma deuxième compagne était enceinte, euh, bah voilà, elle voulait qu'on puisse être mariés. Elle ne l'avait jamais été avant, et pour le coup, voilà. Donc ça a été ça a fait quand même des dégâts à ce moment-là qui ont été très très compliqués parce que c'était un peu du chantage. Donc faut le dire comme ça. Et comment tu as trouvé une solution? Enfin, est-ce que tu as trouvé une solution Non, et j'ai dû accepter. J'ai fini par accepter parce que je n'avais plus le choix. Donc, il y a un certain nombre de choses que j'ai évidemment données mais encore aujourd'hui, je n'ai pas tout donné parce que j'espère bien pour espérer faire rouvrir le dossier puisque à l'époque j'ai été jugé, je n'avais que 2 enfants. Depuis, j'en ai 2 autres, donc beaucoup plus de charges, ouais, une beaucoup plus de situation qui a choses. évolué, ouais. Voilà, donc je pense que ça serait bien aussi ça quand il y a des jugements de divorce parce que c'est des jugements de divorce sur du long terme. Et je pense que la vie fait qu'il peut y avoir des accidents, d'autres enfants, d'autres choses. Et je pense que c'est compliqué. Et ça, il faudrait à un moment qu'on puisse retravailler. Enfin, peut-être que c'est possible, mais je crois que c'est assez compliqué. Ou alors, il faut vraiment avoir un dossier assez béton pour faire ouvrir certaines choses. Ouais, ouais, moi ouais, enfin, je le remarque beaucoup. Maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis des papas séparés Hein. et majoritairement divorcés en fait. Et cette question de la pression financière et voilà, elle met sur la paille énormément de papas. Alors, je suis pas du tout en train de dire que les mamans n'en ont pas besoin, mais comme tu le dis, il y a souvent quelque chose de disproportionné. Des prestations compensatoires qui te plombent allez, entre 8 ans et 10 ans de ta vie. Et 8 ans et 10 ans de ta vie, c'est extrêmement long. C'est un temps long qui te permet pas de te reconstruire. Alors, juste pour une petite anecdote, hein, mais voilà, il y a des papas qui doivent payer donc des sommes énormes avec des pensions alimentaires qui sont énormes. Alors certes, ils ont une bonne situation financière et sans doute la maman a sacrifié une partie de sa vie pour s'occuper des enfants. Hein, je suis pas là pour le nier, etc. Mais ceci dit, on arrive à des situations où des papas ne peuvent plus se loger décemment, donc ils sont obligés de prendre des studios ou un T2.
Et l'effet boule de neige, c'est qu'ils peuvent pas accueillir leur enfant, Ouais. même s'ils voudraient s'impliquer, avoir une garde alternée, bah, le juge leur dit, bah non, vous n'êtes pas en capacité de loger votre enfant dans des conditions décentes, donc ce sera une garde classique. Donc c'est parfois, je vais pas dire le double effet qui se coule, voire le triple, mais Et quand, il y a une pression financière qui vient et- s'exercer et qui entrave la présence du papa dans la vie de ses enfants, et ça peut être vécu psychologiquement de manière infernale. Je crois qu'il y a des statistiques sur les suicides ou les tentatives de suicide de papas séparés qui sont vraiment alarmantes. carrément. Et c'est quelque chose qu'on parle peu, et quelque chose pour moi qu'il faudrait effectivement que la justice ou le pouvoir public se saisissent, parce que ça Mais quand tu dis ça, indispensable. quand tu dis ça, ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu vois, avant les gens restaient dans la même boîte toute leur vie, d'une certaine façon. Aujourd'hui, tu changes quand même, ben, suivant ce que tu fais, mais c'est parce que tu peux avoir un jugement et à un moment, t'es salarié, t'es dans une boîte depuis, je sais pas, 7 ans avec un salaire, et tu peux te retrouver 1 an après le jugement au chômage avec, tu vois, avec des revenus qui sont très faibles. Tu vois aujourd'hui, avant le chômage, pendant 2 ans, t'étais tranquille. Aujourd'hui, enfin, au bout de 6 mois, t'as déjà perdu 70% de ce que de ce à quoi tu peux prétendre. Ouais. Et en fait, quand tu n'as plus les mêmes revenus, mais tu te retrouves dans une situation où c'est terrible. Non, mais pour le coup, j'en ai vu, hein, moi, où ils ont tout perdu parce que bah ils se sont retrouvés au chômage. Aujourd'hui, avec la loi Macron, bah, forcément, les boîtes, tu peux te séparer de gens, même qui ont un certain nombre d'ancienneté, sans que ça te coûte trop cher. Et ça c'est problématique. Donc il faudrait qu'un jugement puisse réadapter en fonction de la situation financière du papa. On peut pas partir comme ça sur un jugement, parce que si tu te sépares et que tes enfants ont 18 mois, bah t'es globalement pendant 20 ans, t'as quelque chose, t'as une chape de plomb, tu vois. Et puis tu peux plus emprunter, tu peux plus ceci parce que les banques veulent plus te suivre. Enfin c'est une petite mort, hein, pour le Ouais, coup. C'est une vraie. ouais, c'est ça. Ta vie, elle est finie, Ah oui, bien sûr. alors que t'en es qu'à la moitié ou voire au premier Non, mais tiers. Donc tout ça est, ouais, tout ça est ça me pose un vrai normal. problème parce que c'est pas normal. Il Non, faut pouvoir c'est pas aujourd'hui. juste en fait. Non, c'est pas juste. Ça crée une précarité incroyable. Là-dessus, et moi, j'ai toujours dit que les hommes et les femmes, ça doit être équitable sur tout, ça je le défendrai, mais là-dessus, il n'y a pas de raison qu'on soit on ait des victimes. Enfin, il y a certaines fois, parce qu'il peut y avoir des divorces, voilà. Ouais. Il y en a où ce sont des divorces très compliqués parce qu'il y a des violences conjugales. Ça là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que il faudrait quand même pouvoir, voilà, revoir tous les 5, est-ce que je sais pas, tous les 3 ans, tous les 5 ans, en fonction de la situation des personnes. Moi, quand tu vois, ma deuxième femme m'a quitté, elle avait des revenus qui étaient bien plus importants que les miens. Je pouvais demander c'est moi qui pouvais demander une pension alimentaire. Je l'ai pas fait. Parce que en tant qu'homme, je me vois pas recevoir une pension alimentaire de mon ex-compagne. Enfin, c'était quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Donc, ça me met en colère. Ça me met en colère parce Ouais. que moi, je m'en sors plutôt bien. J'ai de la chance. Même si ça coûte, hein, parce que quand on a 4 enfants, qu'on est quand même séparés 3 fois, Ouais, j'étais pas divorcé la troisième, mais j'étais pas, pardon, marié la troisième, mais pour le coup, et des schémas de vie comme le mien, il y a 15 ans, ça existait très peu. Aujourd'hui, enfin, il y a plus d'un couple sur 2 sur Paris qui divorce. ouais, Donc, c'est il faut arriver à courant. trouver des ajustements. Voilà. Je demande pas à ce qu'on change tout. Je demande à ce qu'on trouve des ajustements. Ok. Ouais. Mais encore une fois, la chance que j'ai, c'est que j'ai pas eu de situation où j'ai dû devoir partir, quitter la France, habiter à l'étranger. Ça aurait pu, à un moment, je l'ai pas fait. Euh, Parce que oui, quand on est loin de ses enfants, c'est dur. C'est très difficile. Je profite de ce moment dans notre échange pour faire une petite pause et pour vous demander de liker la vidéo là où vous la voyez, de laisser un commentaire positif, de donner 5 étoiles. Si vous pouvez donner une notation, ça nous aide à mettre en avant notre contenu et à mettre en avant la cause des papas séparés. Voilà, je vous remercie infiniment et on retourne à notre échange. Et géographiquement, du coup, toi, tu es Moi, j'ai cette autour de chance-là, tes c'est que enfants? moi, j'habite à Paris, dans le 16e arrondissement, que ma première femme habite à Saint-Cloud, que ma deuxième femme habite dans le 16e, et que la troisième habite dans le 16e également. Donc, Ok. j'ai quand même, je-
c'est plutôt, j'ai quand même plutôt de la chance. Ok, ça Donc, c'est voilà. vraiment, ouais, c'est vraiment chouette parce que du coup tu as, enfin, tu as sécurisé. Non, Oui, mais sécurisé, mais tu vois, quand tu poses la ouais. question, Mm. je te donne un élément important. Les deux premiers, ils ont 19 et 16, puis un sujet, tu vois, donc, mais les deux dernières, donc, ma fille, donc Louise, donc ma deuxième femme, déménage, là. Ils vont habiter dans le 16e, ils vont se rapprocher de moi, en l'occurrence. Mais c'est bien, parce qu'elle a souhaité rester quelque chose qui soit près de l'école de notre fille, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Ma dernière fille, avec ma troisième, sa maman, va déménager aussi cet été. Elle va quitter pour aller dans le 8e, mais on a eu une discussion avant, on a échangé sur la faisabilité, donc ça montre bien qu'on a fait ça en grande intelligence et qu'elle souhaitait avoir mon accord sur le fait que notre fille, son école soit plus près de chez elle que de chez moi, sachant que la ligne de métro qui est en bas de chez moi, c'est direct, donc c'est à peu près 10-15 minutes de métro C'est maximum, facile. que j'ai un vélo cargo aussi où je peux la transporter le matin, mais c'est bien, ça s'est fait. C'est censé être euh, dangereux Paris en vélo, hein. oui, Faut voir, hein. c'est effectivement, mais ça s'est fait en très bonne intelligence. Et pourtant, quand on est passé devant le juge, parce on va sûrement peut-être en parler, mais on a dû passer quand même devant le juge, et ça a été très très compliqué avant de passer devant le juge. Tous les coups étaient permis. Il y a eu un moment, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un petit truc, il y a eu une étincelle, et une étincelle a tout fait péter. Mais vraiment, comme quoi, ça peut bien se passer. Et puis, en l'occurrence, on s'est, mais je sais pas si on va en parler, mais on s'est séparés tous les deux. Enfin, j'avais rencontré quelqu'un en premier, puis elle a rencontré quelqu'un très vite, également. Mais oui, ça a été comme quoi une étincelle. En 2 mois, ça a été une escalade. Et ouais, puis tout est redevenu nickel depuis. Mais c'est là où il faut apprendre à gérer parce que et ces 2 mois, ça aurait pu faire un clash à vie. On aurait pu ne plus jamais s'adresser la parole. Et comment t'es revenu à la normale du coup enfin à la normale dans une situation où tu peux avoir des échanges cordiaux et intelligents avec Parce que je pense que en fait, elle a pris un avocat, elle a pris une avocate. Moi, j'ai pas pris d'avocat, donc je préparais mon dossier tout seul. Euh, je souhaitais avoir notre fille une semaine sur deux. Elle considérait que c'était pas une bonne idée. Bon, donc voilà. Donc bah, donc on va ressortir des dossiers. On va ressortir des dossiers sur le fait que à un moment, une fois, j'ai mis une petite claque à notre fille parce que j'étais pas content sur un sujet. Donc voilà, donc elle a dit voilà, donc notre fille est victime de violence ou de maltraitance, des mots très durs, très. Donc moi, gestion des émotions, je dis mais à quel moment, enfin je n'ai jamais mis la main sur un de mes enfants, on peut interroger 500 personnes qui me connaissent, comme je peux avoir, j'ai ouais. des défauts comme tous les hommes, Ouais, mais s'il y a bien une j'ai chose subi que ça tu il y a et donc récemment et c'est très et enfin, c'est horrible, c'est horrible. Ouais, c'est horrible, tu c'est horrible. vois. Euh, donc c'est plein de petites choses comme ça cumulées qui à un moment donné font que bah ouais donc il y a une colère qui monte et tu te dis à quoi tu joues, tu vois, quand enfin et donc en fait ce qui s'est passé c'est que quand on est passé devant le juge, moi elle était quand même, je la sentais un peu énervée. Elle était avec son avocate, elles ont pris la parole tout de suite en disant plein de choses et le juge me regardait, moi j'étais incrédule, j'écoutais, il y a des choses qui étaient totalement fausses mais je ne coupais pas la parole. Donc je pense que j'ai donné l'image de quelqu'un qui était vraiment, euh, qui attendait son tour pour s'expliquer, qui n'était pas du tout dans le combat et puis à un moment il m'a donné la parole et j'ai commencé à dire une phrase, tout de suite elle m'a coupé et, donc lui a dit non, non, monsieur vous a écouté comme moi, il ne nous a pas interrompu, je vais vous demander de faire la même chose. Et donc j'explique tout, mais tout en bonne intelligence, hein, je voulais vraiment essayer d'apaiser les choses. Et à un moment, son avocate, parce que je parle de la garde en fait, en disant, bah voilà, la principale problématique qu'on a aujourd'hui, sachant que Louise, donc ma troisième fille, c'est elle qui va avoir 10 ans, je souhaitais idéalement, à moyen terme, avoir les deux, une semaine sur deux. Voilà. Mais on n'avait pas encore échangé avec ma deuxième femme, ça pouvait pas faire partie des discussions. Et donc je dis ça au juge, et là, son avocate, et elle sort un document qui n'était pas dans le dossier en disant j'ai une lettre de son ex-femme que j'ai eue hier qui dit qu'il n'y a pas encore d'accord de quoi que ce soit, patati patata.
courrier dont j'étais pas du tout au courant. Mais je dis ça parce que c'est important. Évidemment, le juge était sidéré en disant, mais à quel moment vous sortez une pièce qui n'apparaît pas dans le dossier, dont monsieur n'a pas pris connaissance avant? Bon. Et il s'est trouvé que, en gros, bon, moi j'avais un peu de colère contre la maman de Louise, pas intérieurement parce qu'elle m'a pas prévenu, mais c'était pas du tout fait méchamment en fait. C'est parce que elle avait peur que je puisse dire que bah voilà, oui, je puisse mentir et que Louise soit en garde alternée pour que je puisse avoir la garde alternée, ce qui n'était pas le cas. Mais c'est important parce que moi, j'avais quand même un jugement de divorce qui stipulait que je pouvais le demander, puisque depuis l'âge de 5 ans, je pouvais le faire. Mais encore une fois, je privilégiais toujours mes enfants. Et j'ai toujours dit, et j'ai dit au juge, voilà, moi, je ne veux pas qu'on soit dans le combat. Vous prendrez votre décision. J'ai pas de problème à ce que je l'ai un week-end sur deux et tous les lundis soirs, parce que je l'ai en fait, je l'ai du vendredi au mardi et je l'ai tous les lundis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai montré, mais je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux lâcher un peu du lest plutôt que de partir dans un combat effroyable. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde et généralement il faut que ça vienne plutôt des hommes que des femmes, malheureusement. Oui, c'est un bon conseil que tu donnes. Effectivement, je trouve que et moi je l'ai vécu un peu de la même manière que toi, mais effectivement savoir céder un peu de terrain ou en tout cas prendre le temps de la pause pour pouvoir se projeter plus loin et plus fort après, c'est quelque chose qu'il faut intégrer en fait assez rapidement. C'est-à-dire que effectivement, si tu veux gagner sur tous les points, si tu veux rendre coup pour coup, en fait à la fin tu perds parce que la relation que tu bâtis avec ton ex, elle est catastrophique et malheureusement, ce que beaucoup de papas oublient, c'est que comme c'est la maman de tes enfants, elle sera là toute ta vie, j'ai envie de dire. Donc c'est une relation longue durée. Et ça s'arrête pas à la séparation, même si souvent on aimerait bien que l'autre soit effacé complètement de sa vie du jour au lendemain. Et encore une fois, je sais pas si on en parlera, mais quand on est un couple divorcé, c'est savoir aussi si on a la famille derrière. Quand je dis c'est les parents, est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'ils sont... Moi, par exemple, évidemment, les deux premiers, mes parents étaient plus jeunes. Donc c'était beaucoup plus simple de les laisser. Ils allaient à la campagne en Normandie, il n'y avait pas de problème. Les deux dernières, alors aujourd'hui elles ont 10 et 6, mais il y a encore quelques années, bah, les parents, ça vieillit, et c'est plus compliqué pour eux de gérer une semaine. Donc ça aussi, c'est comment on gère, et pour ceux qui n'ont pas de famille ou pas de à côté, c'est aussi très très compliqué Ouais, à et puis manager. le rôle des grands-parents et la nature des grands-parents, je trouve, change aussi au fil du temps parce que forcément, nous on a connu les grands-parents, bon, on a à peu près le même âge, quelques années près, mais les Hein. grands-parents c'était voilà, c'était mamie gâteau, papy qui bricole, mamie, etc. Mais ils étaient à la maison et ils étaient pas du tout dans la société de consommation et de loisirs. Alors que finalement, moi, mes parents, ils ont commencé à goûter à ça. Donc, même si les grands-parents ont du temps, ils ont ils sont à la retraite, ils ont une vie bien remplie et c'est plus le même rythme qu'il y a, qu'il y a 50 ans peut-être, je dirais, où les grands-parents, entre guillemets, n'avaient que ça à faire, d'attendre de récupérer les enfants pour les petits-enfants pour les vacances et passer un max de temps avec eux. Donc aujourd'hui, tu as une espèce de, en fait, c'est plus tout à fait le même rôle et c'est logique avec l'évolution de la société. Donc déjà, si t'as pas un entourage qui est un peu disponible et qui est prêt à t'aider, en tout cas à te soulager par moment, c'est compliqué. Si tu n'as pas de famille, c'est encore plus compliqué. Et après, si tu ajoutes de l'éloignement géographique, c'est encore plus compliqué que ça. Je voulais juste revenir au juge, à la posture en fait, j'ai envie de dire, au l'état d'esprit avec lequel un papa devrait en fait aller à une audience. Et tout à l'heure, tu parlais d'être apaisé, d'être respectueux, de laisser l'autre s'exprimer, de pas être même si on entend des choses qui viennent nous chatouiller les oreilles, de pas être dans la réaction en fait au final. Et je trouvais que c'était un excellent conseil parce que moi je l'ai vécu un peu pareil. Donc mon divorce donc en 2012, je me suis fait représenter par un avocat. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait que l'avocat qui parlait et que le juge ne m'adressait absolument pas la parole.
Et forcément, je trouve que c'est catastrophique parce que le juge n'est pas en mesure d'apprécier ta personnalité, qui tu es, et de se faire une idée finalement sur quel type d'homme tu es, quel type de papa tu es. Et en fait, tu as quelqu'un qui parle, voilà, à ta place et qui est pas forcément la mieux placée pour finalement exprimer qui tu es parce qu'elle te connaît finalement très peu. Elle te connaît à travers des pièces de dossier, quelques échanges, etc. Et effectivement, et moi, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est déjà de prendre, enfin, le premier conseil, c'est quand même de prendre la parole ou de demander la parole à un moment donné si Oui. on a une audience et que vraiment il y a aucun échange entre le juge et le papa. Il faut absolument à un moment donné lever la main ou signaler que à un moment donné, on aimerait bien s'exprimer. Alors des fois, ça se passe à la fin, c'est Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Eh ben oui, il faut absolument pas dire non, tout a été dit, non, non, j'ai quelque chose à ajouter, et après, à ce moment-là, il faut s'exprimer de manière voilà, intelligente, Il faut intelligible, toujours profiter de la parole ouais, quand on vous la donne. C'est hyper important et là-dessus. centrer les propos sur l'enfant, en fait, et le bien-être des enfants. Moi, c'est Toujours. un truc que j'ai appris et qui m'a beaucoup servi ensuite, être dans une attitude où on sent et on fait passer le message que on fait plutôt partie de la solution que du problème, et de la solution pour les enfants. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement c'est pas facile, hein, parce que t'as les émotions, tu te retrouves à un endroit où t'as pas forcément envie d'être, t'es parfois malmené, t'entends des choses, voilà, comme on t'a montré toi une pièce qui tu l'avais pas vue avant, t'as des coups bas des avocats, tu vois, ils sont rusés, ils connaissent leur métier, et toi des fois tu subis un peu ça et t'as juste envie bah, ça monte quoi. Donc c'est important voilà, de respirer et de rester centré sur l'objectif, c'est de montrer la meilleure image de toi, qui tu es. Enfin, pas non plus mentir, etc. Mais montrer une bonne image de toi et montrer que tu es concerné par tes enfants et que c'est ça qui finalement t'anime quand tu es en face d'eux, quoi. On est, on est totalement d'accord sur ces points hyper importants. Mais ça paraît simple quand on dit comme ça, mais Ouais, voilà, faut il se faut vraiment, préparer, il faut faut se se préparer, préparer. faut se Il faut préparer. avoir une vraie préparation derrière. C'est très important parce que c'est quand même devant un juge et c'est pas 48 heures après on se dit ah mais attends j'ai oublié de non. Non, c'est passé, C'est c'est passé. Le train il est passé, c'est fini, hein. exactement. Et la préparation, elle est effectivement assez importante, mais je trouve que c'est le rôle de l'avocat, moi, qui est, alors je sais pas si mal fait, moi j'ai pas rencontré non plus Hein. des tonnes d'avocats, mais l'avocat devrait passer du temps ou donner des conseils très pratiques à ses clients pour se préparer et effectivement travailler cette posture ou ce comportement, ou en tout cas donner des petits tips sur ce qu'il faut surtout pas faire et au contraire ce qu'il faut essayer de montrer, parce que je crois que ça dessert vraiment les papas de se murer dans le silence parce que le système leur permet pas de leur donner la parole, ou de faire comme tu dis, d'interrompre la parole et de montrer qu'on est voilà, qu'on est énervé, qu'il y a des choses qui Hum. voilà. Et ça énerve tout le monde en fait, Ah parce bien que sûr, bien sûr. le juge perd son temps à faire la police, il est pas là pour ça. Euh, le greffe lui prend des notes même s'il s'exprime pas, mais c'est lui qui retranscrit en fait tout. Donc voilà, c'est des gens formidables. Donc si ils retranscrivent pas tout à la perfection, quand le juge va revenir sur les éléments, en fait, voilà, il traite, je sais pas combien, moi je les ai vus, on est convoqué à 10 heures, on passe à midi, on voit déjà qu'il y a 2 heures de retard, ils ont des journées d'audience de dingue, plus après ils doivent réétudier les dossiers, donc ça c'est hyper important de comprendre que c'est un boulot qui est pas facile, qu'il y a des après-coups. Nous on reste sur le moment, mais il y a des après-coups, donc aussi peut-être ne pas parler trop vite, ne pas dire trop de choses, parce que ce que va marquer le greffe, finalement, c'est ce qui va rester, Bien et ça, sûr. c'est hyper important. Et ça, bah, tant qu'on l'a pas vécu, on le sait pas. Donc voilà, troisième conseil peut-être, Hum. c'est ne pas parler trop vite, ne pas en dire trop, et de faire bien attention. Et de pas couper la parole, Mm. de laisser le temps. Voilà, c'est hyper important. Il faut pas que ça devienne une foire d'empoigne parce que ça jouera toujours en notre défaveur. Toujours. Ouais, c'est vrai. On va peut-être clôturer la partie judiciaire. Moi, je voudrais que tu me parles un petit peu maintenant et que tu me partages ton expérience en termes de reconstruction personnelle. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu t'étais fait accompagner, et peut-être on peut repartir de ta deuxième séparation que tu as subie, où tu étais, voilà, tu étais malheureux, tu Ouais, avais des émotions la un peu deuxième, compliquées. ouais, parce que la première, bon, je l'ai plutôt bien gérée, elle était à mon initiative. Potentiellement, il n'y avait pas de,
Et puis, j'avais quand même mûrement réfléchi et la situation est que la deuxième, elle est tellement soudaine, elle est tellement imprévue que je prends un KO. Je suis KO. Je, heureusement que j'ai des amis proches qui m'ont beaucoup accompagné pendant cette période-là, parce que il y a toujours un moment où pote vous dit voilà, elle va revenir sur sa décision. On va prendre un peu de temps. Voilà, il faut prendre un peu de la hauteur, réfléchir et tout ça. Ouais. Mais non, enfin, ils ont tout de suite compris comme moi que comme un disque dur qu'on reboot, voilà. Donc, et c'est très dur quand on sort la vie de quelqu'un du jour au lendemain et qu'on peut absolument strictement rien faire. Bref. Et voilà, et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on s'entend très 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 bien. Fille, je connais son conjoint, enfin, et pour le coup, donc ça montre une grandeur d'esprit et c'est très important. Donc je disais tout à l'heure, il y a un temps pour la colère, il y a un temps pour le pardon. Donc ça, c'est très important parce que quand il y a de la colère, il faut automatiquement se dire qu'à un moment donné, il faudra qu'il n'y en ait plus et qu'on arrive à avancer ensemble. Mais moi, je me suis reconstruit parce que j'ai des amis proches qui m'ont aidé. Mais j'étais très difficile parce que j'étais un dirigeant chez Publicis. Je dirigeais une des 4 agences médias du groupe à l'époque. Donc j'avais quand même, je sais pas, quasiment 200 personnes et tout. Et donc pour le coup, c'était une grosse structure. Et donc ouais, c'est compliqué, hein. On peut vite partir en sucette là-dessus. Donc, Euh, du coup, tu as des amis qui t'ont beaucoup entouré, c'est Ouais, ça, à ce moment-là? j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé. C'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de présence. Oui, c'est là où on voit les amis bah, ceux qui sont les plus importants, qui sont les plus proches. Et c'est là où on a besoin d'eux en fait. Euh, Maintenant, mes parents, ma famille, qui ont été aussi très très présentes, hein, il faut pas les oublier. Euh, Après. Je pense qu'à cette période-là, j'aurais eu envie de quitter la France. J'aurais eu, voilà, d'être loin d'un environnement qui me rappelait un certain nombre de choses. Et puis après, oui, ça a mis quand même, ça a mis, parce que je me suis remis avec quelqu'un que je pensais être un pansement au départ, mais qui finalement ne l'a pas été, puisqu'il y a eu une fille qui est née entre nous. Mais j'ai quand même, oui, il a fallu quand même au moins entre 6 et 8 mois hein, pour que je puisse digérer. Et en fait, et je crois que j'ai encore cette problématique aujourd'hui, c'est la peur qu'on puisse me quitter, puisque je l'ai vécu, c'est surtout ça en fait. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce schéma-là va pas se reproduire à un moment ou à un autre. Et donc on a toujours mais en même temps, je l'essaye de la transformer en force. C'est-à-dire que bah, quand on a peur d'être quitté, bah, ouais, il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc, c'est des attentions, voilà, c'est plein de choses. Mais donc, ouais, enfin, donner des conseils, c'est toujours difficile parce que ça dépend des situations de chacun. Mais je pense qu'il faut être bien entouré en permanence parce que on peut faire une connerie. J'aurais pu faire une connerie à ce moment. J'aurais pu, vraiment, je le sais, parce que en fait, et encore une fois, je pense aux enfants. C'est ce qui a été compliqué pour moi, c'est qu'est-ce que j'allais dire aux enfants, parce que les enfants ne nous avaient jamais vu s'engueuler. Il n'y avait jamais eu on ne s'engueulait pas. Donc là, ça a été vraiment une décision radicale, sans que je la comprenne. Et comment on explique ça à des enfants? Et je pense que c'est ça qui m'a le plus inquiété. C'est l'image et la perception des choses par rapport à ça. Et puis voilà, il a fallu prendre le temps d'expliquer, de leur parler et tout. Mais oui, j'ai encore une fois beaucoup plus pensé à mes enfants qu'à moi-même. Ouais, moi j'ai des souvenirs en tête, hein, parce que du coup, moi je me suis séparé 2 fois, et des annonces avec les enfants. Alors, les enfants pas très grands, mais on s'en fait toujours, je trouve, une idée, on essaye de... Voilà, c'est important, donc nous, avec notre esprit d'adulte, on rend ça un peu solennel, et puis au bout de 2 minutes de discussion, on se rend compte que, bon, de un, je pense qu'ils comprennent un peu, mais pas trop, et que deuxièmement, ce qu'ils ont envie, c'est de retourner jouer avec leurs jouets, et que c'est pas, en fait, finalement, c'est un processus qui se passe un petit peu dans le temps, et que ça devient concret pour eux au moment où il y a le déménagement d'un des parents, en fait. Voilà, là où, en fait, de dire, bon, bah, demain, papa, il sera plus là, ou la semaine prochaine, ou dans un mois,
et on va continuer à se voir, mais ce sera pas tous les jours. Et vous viendrez le voir ailleurs, parce que moi j'ai déménagé du coup 2 fois, vous viendrez le voir ailleurs, et c'est le fait d'aller visiter le nouvel appartement, en fait les éléments concrets, les repères de vie en fait qui changent, c'est à ce moment-là que l'enfant prend conscience que il y a quelque chose de différent, il y a du changement, et c'est à ce moment-là que potentiellement il y a des inquiétudes et que l'effort est à faire pour les rassurer et montrer qu'il y a voilà, qu'il y a une bonne entente. Tu vois, lors de ma première séparation, j'ai pris un appartement 500 mètres plus loin. Alors effectivement, il faut se réapproprier les lieux, il faut réapprivoiser les espaces, parce que quand tu as vécu, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans dans le même appartement, qui est finalement la maison familiale avec les enfants, bah, quand ils viennent ailleurs, chez toi, bah, c'est pas vraiment chez eux, quoi. Ça va devenir chez eux, mais c'est un processus qui est pas, ça n'est pas de baguette magique. Et, euh, ouais, je trouve que l'annonce, finalement, avec un peu de recul, alors bien sûr, c'est important de le faire, d'expliquer, mais c'est important d'y revenir plusieurs fois. Parce qu'en fait, tu as des enfants qui vont te reposer des questions, mais pourquoi ci, mais pourquoi là, pourquoi maman elle est pas là, pourquoi tu restes pas ce soir, etc. Il faut prendre le temps euh, de réexpliquer, mais voilà, ça peut pas se faire c'est pas un one shot. Il faut le faire dans la longueur, et c'est les repères de vie qui changent un petit peu, quoi. Toi, tu l'as vécu comment cette histoire d'annonce, en ce moment? Tu t'en souviens? De façon étonnante, c'est pas des souvenirs qui m'ont marqué en fait. Euh, je pense que enfin, peut-être la dernière avec Joséphine, va avoir 6 ans, donc elle avait 4 ans et demi, et je me souviens qu'effectivement, elle voyait quand même son papa et sa maman avec un petit peu plus de crise, d'engueulade, donc c'était compliqué. Euh, Elle sentait qu'on déménageait, elle adorait l'appartement où on était, elle adorait le quartier, parce qu'elle avait des copines dans sa classe qui étaient aussi dans le même immeuble, donc elle aimait cet endroit-là, et c'est vrai que quand on passe devant, de temps en temps, ouais, il y a un petit peu de nostalgie. Donc je pense que ça m'a beaucoup... euh, ouais, c'est toujours de la tristesse parce que quand il y a dans l'explication, bon, ce qui est important, c'est de rassurer l'enfant et de lui dire que son papa et sa maman l'aimeront toujours et qu'on sera toujours là pour elle. Ouais, c'est important. Euh, et je pense que aujourd'hui, comme elle voit que son papa et sa maman s'entendent très bien aujourd'hui, bah ça facilite beaucoup les choses. Elle est heureuse de voir quand son papa et sa maman sont à côté. Mais encore une fois, euh, elle est peut-être que dans sa tête, elle s'imagine toujours qu'un jour, les parents se remettent ensemble. Je crois que tous les enfants sont comme ça. Ouais, tu as probablement raison. Ouais. Il y a toujours Il y a un toujours espoir de retrouver Oui, parce qu'il y a... l'équilibre parfait. Hein. Je pense que ça inscrit quelque part dans notre ADN, sûrement. Enfin, moi, je suis l'enfant divorcé aussi, hein. Mes parents ont divorcé quand j'étais tout petit, et effectivement, cette idée, elle a persisté ouais, jusqu'à mon adolescence. Alors, je savais que c'était pas possible, Hein. mais je pense quelque chose en moi me disait que finalement, voilà, j'aurais donné peut-être cher pour retrouver voilà, la cellule familiale Bien sûr. initiale, quoi. Ouais. Après, donc il faut... mais encore une fois, j'essaye, oui, au maximum, j'essaye de lui en parler. Voilà, quand il y a quelque chose qu'elle veut pas, s'il y a quelque chose qui la rend triste et tout ça, je suis très très à l'écoute. Et je pense que c'est important, mais encore une fois, euh, c'est quelque chose qui est sur du très long terme. Voilà, donc il faut, c'est pas parce que c'est un enfant peut aller très bien à l'instant T que ce sera le cas jusqu'à là. Sur ce sujet-là, hein, je parle. Ouais. Donc il faut quand même être vigilant et se poser les bonnes questions. C'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais géré énormément d'équipes, hein, voilà, t'es chef d'entreprise, en fait, t'as géré beaucoup de people, J'ai t'as un job à responsabilité, Oui, un on job va à parler. responsabilité. J'ai été entrepreneur, j'ai été aussi Ouais, un manager ou un dirigeant dans des grosses boîtes. Donc j'ai plusieurs ouais. configurations. Comment t'as vécu, parce que du coup, enfin, qui dit poste à responsabilité, dit beaucoup de pression, beaucoup de temps aussi à passer sans doute au boulot. Comment ça
tes ruptures ou ces changements de vie ont impacté ton quotidien, peut-être, ou non, ouais, ton quotidien professionnel, et est-ce que ça a eu un impact négatif? Est-ce que tu as eu des moments difficiles aussi professionnellement? On a forcément un impact Mm. ça a forcément un impact négatif. On va dire que finalement, celui qui a été le plus difficile, c'était celui où j'ai été quitté, pour deux raisons. La première, parce que j'étais donc dirigeant chez Publicis et que j'avais affaire à ce moment-là aussi à pas mal de démissions ou de burn-out dans les équipes. Et pour le coup, c'était très problématique parce que on recrutait pas assez de personnes et qu'on surchargeait les personnes, mais c'était un choix je veux dire de la haute direction. Donc c'était un peu compliqué. Et puis au même moment, moi j'ai eu un contrôle fiscal perso et pro. Parce que j'ai une structure que j'ai depuis 2008, et en l'occurrence, donc, quand j'exerçais les fonctions, je la mettais en veille, parce que je pouvais pas être un haut dirigeant, et en même temps, avoir une agence de conseil que j'avais à côté. Et j'ai eu un contrôle pro, enfin, un contrôle fiscal pro, et puis qui est débouché donc, tout ça, entre la séparation, tenir le job, le contrôle fiscal, ça a été une période très 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 lourde. On va dire que l'année 2017 ouais, a été très rude. Ça, c'est une certitude. Euh, voilà, et je l'ai géré, je l'ai géré tant bien que mal. Hein. Ça a été vraiment, enfin, c'était toute une période où je vivais au jour le jour en fait. Enfin, c'était, j'avais plus d'ambition de quoi que ce soit, plus d'envie. Enfin, je gérais les affaires courantes tant bien que mal. Euh, donc, et forcément, bah, on a l'impression d'être moins présent pour ses enfants. Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est le seul, oui, qui m'a vraiment marqué. Après, sur les deux autres, je l'ai, je l'ai plutôt, ça s'est plutôt bien passé. Il y a pas eu Ouais. de grandes problématiques. Il a pu y en avoir un petit peu après, parce que c'est en termes d'organisation. Mais sinon, mais encore une fois, les émotions, je les maîtrise et je les gère beaucoup plus au fil du temps, parce que je me sers de ces expériences-là, et elles sont Ouais. importantes. Et t'as encore aujourd'hui, enfin, je suppose enfin, comme tout le monde, il y a des moments, il y a des sujets un peu de crispation où tu dois sentir à un moment donné des émotions un peu négatives monter en toi, et t'as des astuces pour, t'as adopté des réflexes en disant, je, Faire du sport. ouais, Je vais à la salle de sport ou courir. ouais, Ça, j'encourage aussi, hein, hyper important dans les périodes comme ça, le sport, important. Même si vous n'en faites pas, moi j'en fais plus toujours, mais vous faites pas, allez ouais, courir, marcher, marcher, ouais, ouais, voilà, marcher, hyper important. Il fait de ça oxygène, le cerveau, c'est très très bon. Il faut pouvoir à un moment parce que en fait, on emmagasine et dans la tête, au bout d'un moment, quand il y a trop de choses, bah, on finit par être, et on peut exploser en plein vol. ouais, moi j'ai réalisé ça il y a 3 ans. Moi, du coup, je me suis séparé il y a 3 ans, et en fait, bon, bah, au moment où de la séparation, bah, tu as déjà toute la période qui arrive un peu avant la séparation. Donc, quand tu te sépares, tu arrives à un moment donné, je veux dire, tu as fait la moitié du chemin, donc tu arrives déjà à un point cumulant. Donc, moi, j'avais pris des habitudes alimentaires, et qui étaient pas géniales. Déjà issu sans doute de la période de confinement du Covid. Donc, tu vois, j'arrivais à un niveau de poids et forme qui était vraiment, vraiment. Enfin, je me suis rendu compte. Je me rappelle pas comment, mais je me suis rendu compte que mon état physique, il n'était pas satisfaisant, que ça avait un impact sur mon énergie et l'énergie que je pouvais donner à mes enfants. Donc, j'en avais moins. J'étais fatigué, j'étais irritable, et que c'était pas que ça du tout que je voulais être auprès de mes enfants. Donc j'ai repris en main, tu vois, l'alimentation. J'ai perdu 13 kilos en 3 mois. Je me suis remis à faire. Je suis 13 kilos, non, c'est énorme. Tu mangeais plus du tout? si. J'ai Oui. fait voilà, j'ai rééquilibré mon alimentation. En fait, je mange à ma faim. En fait,
en fait, ça pouvait pas marcher si moi je suis plutôt un épicurien, on va dire. Donc Mmh. voilà, je suis plutôt à déboucher une bonne bouteille de vin, boire un coup au pub avec les potes, et puis voilà, et puis me faire plaisir. Tu vois, je suis plutôt burger que salade, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, enfin, tu vois, c'est tout con, mais c'est plutôt comme ça. Et non, non, là j'ai changé des choses, et maintenant ça fait ouais 1 an et demi que voilà que je suis à un niveau poids forme qui est vraiment bon. Et j'ai remis un peu, pas de sport. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais plus jeune, hein. Je fais longtemps du tennis, etc. Mais après, avec les enfants, la vie professionnelle, bah, j'ai moins de temps et je déteste la salle. Donc, mon fils a essayé de m'emmener à la salle, soulever de la fonte et tout. Je fais, pff, non, c'est pas mon truc. Mmh. Donc, effectivement, je me suis remis à faire un peu de gym et faire beaucoup de marche. Et en fait, la marche a vraiment des vertus incroyables en termes enfin, je sais plus, ça sécrète des trucs dans le cerveau, mais qui, en fait, allez, ça te donne un bol d'oxygène, ça t'aère, le cerveau, ça régénère ta créativité, tu passes en mode solution. Donc, souvent, voilà, je vais marcher un peu dans la forêt, je marche 1 heure, 1h20, je marche un peu à marche forcée, et ça te permet aussi voilà, de brûler un peu de graisse, et c'est vraiment un conseil que je peux donner, même pour les papas qui font pas de sport. S'il y a des sportifs, eh ben, c'est génial, et je pense que la majorité serait complètement en phase avec toi. Faire du sport, ça permet voilà, de rudoyer un peu son corps, de le mettre à l'épreuve, de le mettre au travail, en fait, tout simplement. Mmh. Et aussi ton esprit, parce que tu dois contraindre ton esprit à encaisser, entre guillemets, les efforts, et ça te permet de te remettre aller en marche, quoi, de te mettre en mouvement, de pas rester. Le pire qui peut arriver, je pense, à un papa séparé, c'est de se renfermer sur lui-même, de rester dans son canapé, de regarder la télé, jouer à la console en mangeant des chips. Tu vois, c'est un peu une caricature, mais en même temps, c'est ce qu'on a envie de faire, parce que Bien t'as sûr. plus envie de voir énormément de gens, t'as envie qu'on te laisse tranquille. T'as envie de, tu vois, souffler, et le réflexe que tout le monde a, c'est le renfermement, de pas sortir, tu vois. Mmh. Et c'est vraiment une erreur, et c'est vrai que t'as raison. Finalement, se faire accompagner, avoir quelqu'un qui te pousse un peu aux fesses, qui bat un peu la mesure pour toi, c'est quelque chose qui est sans doute, qui peut être salutaire pour beaucoup de gens, quoi. Non, non, mais donc, mais c'est aussi, oui, pour la santé mentale, parce Ouais. que aujourd'hui, on, on est beaucoup plus qu'avant pour plein de raisons, hein, en l'occurrence, parce que on a un rythme de vie qui est beaucoup plus intense que ça ne l'a été. Euh, donc, oui, oui, je pense que c'est en tout cas. Il faut arriver à se créer des moments, des bulles d'oxygène. C'est très important parce que sinon on finit par exploser. Enfin, mais encore une fois, il faut être, il faut écouter. Je pense il faut écouter. Je trouve qu'il y a plein de choses. Il faut écouter les podcasts et je trouve que c'est une merveilleuse initiative parce que je fais juste une parallèle. Moi, j'ai la chance de rencontrer des hauts dirigeants dans ma vie et donc je fais depuis plusieurs mois maintenant avec mon associé des dîners où je réunis autour d'une table 16 dirigeants. Je réunis des partenaires, 3 partenaires qui ont besoin des dirigeants, qui ont monté des boîtes tech, qui ont besoin de rencontrer ces dirigeants pour réfléchir avec eux. Beaucoup d'humains. Avant de faire du business, l'humain. Et pour le coup, euh, tout le monde s'enrichit. C'est extrêmement important. Et je pense que moi, j'ai toujours été frappé par la solitude des hauts dirigeants. Ils ont besoin aussi d'écouter de ce que font les autres. C'est pour ça que ce que tu fais, c'est une super démarche parce qu'on a tous besoin, à un moment donné, d'écouter, voilà, des histoires, des conseils si ça peut permettre à plein de personnes de créer un équilibre dans le cadre d'une séparation qui a eu lieu il y a quelques mois ou qui est en cours, ben ça veut dire on a réussi, en tout cas tu as réussi ce que tu t'es lancé comme défi et je trouve que c'est formidable. Ouais, moi je le remarque depuis des années. Alors tu vois, les femmes, et les mamans peut-être en Mmh. particulier, mais de toute manière, les hommes et les femmes sont différents, et les femmes ont cette sociabilité, je trouve, beaucoup plus naturelle. Le fait de pouvoir partager leur haut, leur bas, les aléas de leur vie, voilà, voilà, c'est les copines qui papotent au café et qui se racontent, voilà, les galères avec leur mec, leur boulot, les enfants, et toi un peu sans tabou, et c'est quelque chose de naturel, comme nos grands-mères autour du café et d'un gâteau, du goûter, tu vois, à l'époque, tu vois. Alors que les hommes sont beaucoup plus taiseux. Il y a une espèce de chape de plomb, que j'assimile ça un peu de la honte, c'est-à-dire qu'il y a la honte de la réussite, parce qu'en fait c'est toi qui dois te faire tenir, c'est toi qui tiens
le volant ou la barre de ton bateau et en fait parler des trucs qui vont pas en fait ça te dévalorise en tant Mmh. qu'homme et ça je trouve que on en souffre énormément, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se dire en fait attends, franchement cette semaine voilà j'ai eu trois galères, je sais pas comment faire pour m'en sortir, juste partager, tu vois, ou ses sentiments, dire voilà franchement je l'ai hyper mal vécu, je me suis senti comme ci ou comme ça, et le fait de voilà d'entendre des voix, et c'est en ça que effectivement ce qu'on fait aujourd'hui est hyper intéressant Mais et important. il faut arriver. Je pense qu'il y Ouais, a, bah, il faudrait ouais, de groupe de, ouais, d'un club d'hommes. Enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais et avec des échanges où on ferait des dîners où chacun paye sa part. Voilà, avec des retours d'expérience. Parce que vraiment, hein, je pense que ouais. il y a peut-être quelque chose à monter. Il y a peut-être une Écoute, idée on là. me l'a demandé il y a pas longtemps et je pense que je vais lancer des invitations là je pense, début juin, pour commencer, voilà, aller boire un coup, peut-être une dizaine, ou peut-être un peu moins, de pas passer par rien. Et potentiellement, il y a les dîners, mais il y a les week-ends. Quand on est avec papa, quand on a des choses qu'on sait pas faire, on peut se retrouver entre papa et des enfants. Je sais pas, on peut aller faire un truc, on va au parc Astérix, on va au jardin d'acclimatation, on va dans un parc X ou Y, on se rencontre, et puis la vie est une histoire de rencontre. On peut très bien rencontrer quelqu'un et se dire, ah bah attends, mais moi je fais ça, peut-être qu'on pourrait faire une offre commune, enfin, Ouais. là, il y a des opportunités. Il faut savoir créer des opportunités à travers des rencontres, quelles qu'elles soient. Il faut décloisonner les Bien sûr. gens, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup les papas ont beaucoup de préjugés, c'est-à-dire que tu vois, tu as par exemple la condition sociale, alors que finalement, moi ce que j'ai appris en tout cas dans ma vie, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'enrichit Hein. de tout le monde. Je veux dire enfin, je veux dire une banalité, mais un électricien peut très bien s'entendre avec un haut dirigeant d'entreprise, avoir des tonnes de points communs et les gens n'ont pas à niveler leurs relations par rapport à un niveau social. L'éducation, par contre, peut, par contre, niveler, mais c'est hyper important comme tu l'as dit, voilà, d'être à l'écoute et d'être dans le partage, et on a tous à apprendre des uns des autres. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'essaye de pousser, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas vraiment dans l'ADN masculin, j'ai envie de dire. C'est vrai. On n'est pas câblé comme ça, Non, mais il faut que ça change. Il bien faut sûr. initier Il le faut initier le mouvement. mouvement et à partir du moment où tu l'inities, Mm. les gens ont tendance à suivre Ouais. après, hein. Mais effectivement, les initiatives, il faut les multiplier et surtout, alors moi dans la communauté, j'estime qu'on est plus une communauté de passage, c'est-à-dire que les gens viennent parce qu'ils ont des problèmes, ils viennent frapper à la porte, ils rentrent dans la maison, et puis à un moment donné, ils sortent parce ils sont passés à autre chose, et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont là depuis une dizaine d'années, qui continuent finalement à contribuer, à trouver des solutions et être un soutien à tous les papas qui vivent des solutions compliquées, qui les partagent, mais on a tous hein, en fait notre rôle à jouer, et je trouve que même si on est passé à autre chose, finalement l'expérience qu'on a engrangée, les leçons qu'on a apprises, il faut les partager avec le plus grand nombre, et ça c'est hyper important. Donc voilà, je pense qu'on est une communauté de passage, mais ce serait bien si les gens restaient un petit peu plus longtemps, parce qu'il y a une chose dans laquelle je crois vraiment, c'est que en fait on peut se reconstruire aussi en aidant les autres. Le fait de te mettre à disposition ton temps, ton attention, ton écoute aux autres, même quand tu vas pas bien toi, ça te permet euh, allez, d'identifier que tu es en capacité d'apporter du positif dans la vie des autres. Et ça te valorise aussi. Et alors c'est pas la peine non plus de partir en mission, etc. Mais aider les autres, donner du temps pour les autres, c'est quelque chose qui te permet ouais, aussi de repartir de l'avant, de reprendre de la confiance, de dire que t'as pas tout raté, t'as toujours de la valeur. Et c'est important de prendre conscience de ça, c'est que malgré tous les obstacles, les difficultés, les conflits, en fait, tu as de la valeur, et cette valeur-là, il faut juste arriver à la mettre en vitrine à un moment donné, quelque part, quoi. Bien sûr. Non, 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 mais non, non, mais en tout cas, c'est, j'apprécie vraiment d'être ton invité parce que je trouve que c'est bien de pouvoir se poser toutes ces questions, d'y réfléchir. C'est important. Ouais. Faudrait qu'on aborde une dernière question, peut-être, parce que ça fait
Bon, moi j'ai du temps, c'est pas un souci, mais tout à l'heure on est passé un petit peu rapidement sur les finances en disant que ouais, ce qui était parfois demandé voilà, par les ex-conjointes en termes de pension alimentaire et de prestations compensatoires pouvait être à un moment donné déséquilibré. Mais je voudrais qu'on aborde juste le volet un peu des finances personnelles. Toi, du coup, comme tu as eu enfin, en tout cas, tu vis des gardes classiques, c'est-à-dire que tu payes des pensions alimentaires. Et je voulais savoir, toi, en tant que gestionnaire personnel de tes finances personnelles, voilà, comment tu as réussi est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu as mis des choses en place En qui fait, t'ont aidé à recadrer un petit peu bien sûr, moi tes finances? on a des difficultés parce qu'à partir du moment où on décide de quitter son job et de redevenir entrepreneur et qu'on peut pas se payer et on a le chômage, on a un chômage qui est bien moindre que par rapport à ce qu'on gagnait avant. Donc automatiquement, on se retrouve dans une situation qui est complexe. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai cette chance de faire très attention. Mais j'ai appris, en fait, depuis que j'ai mon contrôle fiscal pro et perso, qui m'a coûté quand même pas mal d'argent. Aujourd'hui, mes finances, c'est rubis sur l'ongle. Alors qu'avant, je le gérais pas plus que ça. Ouais. Aujourd'hui, je sais au centime près. Je vais pas dire que je souhaite à tout le monde d'un jour avoir un contrôle fiscal pro, mais moi, ça m'a beaucoup aidé et depuis 2017, même 2018. Ouais. Euh, après, euh, donc, quand on fait très attention et je m'en suis toujours à peu près bien sorti. Après, il y a, c'est le chemin de la vie, c'est-à-dire que j'ai ma fille qui a 19 ans, qui va passer son bac cette année parce qu'elle est partie une année aux États-Unis entre la première et la terminale. Bon, bah, ça coûte de l'argent. Elle est partie dans un programme où elle a passé diplômée d'une high school aux US, donc c'est vachement bien. Mais ça coûte de l'argent, donc il faut l'anticiper, il faut le prévoir. Il y a mon fils qui aimerait bien le faire aussi, donc je veux lui donner aussi cette chance de pouvoir le faire. Bon, j'ai envie de dire celle où j'ai moins de problématiques, c'est Louise, parce que sa maman a des très hauts revenus. Donc pour le coup, elle a la chance, c'est comme elle travaille dans le secteur du tourisme, elle a la chance de voyager et d'être dans des clubs un peu partout dans le monde. Maintenant, donc ça, c'est mon problème. Et puis la dernière, là j'ai eu un jugement où finalement ce qui a été accordé à la maman de Joséphine, ma dernière fille, est moindre par rapport à ce qu'elle demandait. Donc j'ai eu plutôt gain de cause. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je suis pas là en train de me réjouir de quoi que ce soit. C'est pas ça le but. Ce que je veux, c'est que ce soit équitable. Ouais. Et je pense que ça l'a été dans la pension alimentaire que je dois verser au quotidien. Mais oui, quand on a 4 enfants, c'est quand même 4 fois des investissements qui arrivent quoi qu'il arrive, parce qu'il y a les pensions alimentaires et puis il y a les études supérieures. Enfin, il y a tout un Ouais. ensemble de choses. Donc Et c'est peut-être les mariages dans plus tard aussi. Donc effectivement, l'anticipation. Enfin, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que effectivement, quand t'es à deux, finalement, bon bah t'as une bourse qui est plus remplie, donc tu te prends pas trop la tête sûr. parce que en fait c'est un peu plus facile. Alors après, bon, effectivement, en fonction des revenus des ménages, on va dire que c'est plus ou moins vrai. Oui. Mais en tout cas, quand tu te retrouves tout seul à payer une pension alimentaire, t'es obligé de reprendre tes finances en main et t'es obligé de passer t'es obligé d'apprendre à gérer un budget, des finances, et c'est quelque chose qu'on n'apprend absolument pas aujourd'hui à l'école, et je trouve que c'est une grosse lacune. Bien sûr. Voilà, et enfin, moi j'ai eu quand j'étais plus jeune de l'argent de poche, et j'en avais pas beaucoup, donc si je voulais m'acheter quelque chose je veux dire de précieux ou qui avait de la valeur, il fallait que je fasse un effort d'économie. Donc ça, Mhm. mes parents ont réussi à me l'inculquer. Mais quand t'as ton premier salaire, etc., et quand t'es jeune, finalement, ce qu'on te dit, c'est tout claquer, quoi. Fais-toi plaisir, je sais pas, va en boîte, voyage, etc. Et en fait, finalement, tu n'as aucune expérience en termes d'épargne, je sais pas, je vais pas parler forcément d'investissement, mais ça pourrait même être hyper intéressant quand on est jeune de commencer à épargner et de faire ça de manière intelligente pour avoir finalement 10 ou 20 ans après un pécule qui peut s'accumuler sans trop d'efforts et voilà, après on achète des abonnements à gogo. Enfin moi je vois aujourd'hui hein, le mode de fonctionnement à l'abonnement, c'est super hein, pour 15 ou 20 euros on a plein de Bien on a plein sûr. de services, mais quand tu commences à les stacker, bah finalement ça vient te tuer
un budget et très peu de papas séparés font un exercice de projection, un exercice de remise à plat en fait de leurs finances. Et quand tu dis que voilà, tu traques tes finances à l'euro près, et ben moi je suis passé dans ce mode-là après ma première séparation parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas et que je faisais pas ce qu'il fallait pour être serein et que malgré le fait que j'avais une situation financière confortable, et ma gestion, elle était, elle, pas du tout confortable. Donc moi, s'il y a quelque chose que je peux fortement conseiller, c'est effectivement aller de, je vais pas dire de se former, mais de mettre en place des systèmes de contrôle et de le faire régulièrement parce que ça évite Bien sûr. la catastrophe. Parce que demain, on a besoin, je sais pas, la voiture tombe en panne, enfin pour n'importe quoi, tu dois dépenser, tu dois Mmh. mettre un billet sur la table et ce billet, bah, si tu l'as pas tu es dans la mouise. Donc et beaucoup de gens n'ont pas ce billet de sécurité à côté d'eux. Et encore plus quand on n'est pas séparé. Parce que là, tu peux, voilà, t'as tes enfants qui ont des besoins, qui grandissent, etc. Et si tu n'arrives pas à faire en sorte de pourvoir en fait à ça, le jour où ça survient et qu'il y a une difficulté et que t'es pas en mesure d'aider ton enfant, je pense que psychologiquement, c'est vraiment On est catastrophique. d'accord. On est bien d'accord. Donc, mais encore une fois, ouais, il faut être accompagné en fait. Et quand je dis accompagné, c'est que euh, il faut pouvoir. Je pense que tu devrais, enfin en tout cas, mais on parlait de l'espèce de club. Il faut aujourd'hui. T'as des gens qui ont des moyens, enfin en tout cas qui ont les moyens de pouvoir. Oui, il faut comme un coach en fait dans la gestion du quotidien en fait, parce que il y a des moments où on est en capacité à bien analyser les choses, à bien anticiper. Il y a des moments où on ne l'est plus du tout. Et quand on n'a plus, on est incapable de prendre de la hauteur sur quoi que ce soit, bah, en fait, on va dans le mur progressivement, en fait, jusqu'à un moment donné où on peut tout perdre, en fait. Ouais. Parce ouais, ça peut aller très, très vite, en fait. Ouais, Je me rends on compte, hein. marche sur un fil, hein. En fait, on s'en rend pas compte, mais on est souvent sur le fil du rasoir et tu peux soit tomber d'un côté et Parce qu'en plus, quand je dis ça, quand on est l'ex-conjointe qui, à un moment donné, fait tout pour que ça parte au clash, à un moment, ça part au clash, et en fait, moi, je suis confronté entre une émotions parce que je me dis, bon, il y a quand même nos enfants derrière, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe tous les ponts parce que j'ai plus le choix pour qu'elles puissent revenir à la réalité, mais derrière, c'est mes enfants qui vont être impactés pour un certain nombre de choses. Donc, encore une fois, hein, il y a des moments où il y a des prises de décision qui sont jamais simples, ou, moi je il trouve ce faut, qui est dur à ce moment-là, c'est te dire à un moment donné, c'est définir toi-même ta limite en fait. hein, Et moi j'invite tout le monde à réfléchir là-dessus, c'est en fait c'est quelle est ta limite dans ce que tu peux supporter par rapport à l'autre quand tu es dans une situation de conflit. Jusqu'où tu dois prendre sur toi et où est-ce que tu attends ta limite. Et il faut que tout le monde arrive à définir sa limite. hein. Et en fait, il faut que cette limite-là, tu te la dises pas qu'à toi, mais que tu la partages en fait à l'autre. En fait, en disant, Oui. en fait, tu sais là, t'es en train de franchir la ligne rouge où on s'en rapproche. Ma limite, elle est là. Après, on n'aura plus de discussion. Soit c'est sur un sujet, soit c'est juste sur le comportement, je veux dire en général. Mais fixer le cadre, en fait, un peu comme un négociateur finalement. Tu fixes le cadre avec l'autre, tu lui donnes des informations qu'elle va ou pas intégrer, mais en tout cas tu lui communiques en disant voilà ma limite sur ce sujet-là, c'est ça. Moi je vais pas plus loin et si on va plus loin en fait on n'en parlera plus ensemble jusqu'à temps que tu reviennes à un moment donné je veux dire en dessous Mmh. de ma limite et c'est se respecter soi et c'est se protéger en fait. C'est cette notion de protection personnelle. À quel moment tu décides et tu rentres dans des mécanismes de protection parce que tu sais que si tu continues à subir, à avoir la charge, ou etc., en fait, ouais, tout va exploser, et c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour tes enfants, c'est bon pour personne. Mmh. Donc, mais, mais il y aura toujours des périodes où tout va bien, puis il y a des périodes où c'est plus Ouais, compliqué. Je le vois hein, dans la bien gestion sûr. du quotidien. Pour l'instant, tout va à peu près très bien, mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc, Ouais. parce qu'à un moment donné, je peux avoir une maman qui me dit, bah voilà, on va partir vivre à Nice. Ah oui, alors attends, c'est pas la même. Ouais. Ok, mais alors donc c'est moi qui dois subir le fait que je vais moins voir ma fille. Donc
il y a des aléas de la vie qui font que aussi. Donc, c'est Ah bah, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, hein, l'éloignement géographique des papas et comment continuer à jouer son rôle de père et avoir une relation épanouissante avec son enfant malgré la distance ou le peu de temps passé ensemble, parce que c'est quand même la majorité encore aujourd'hui des papas qui bénéficient pas d'une garde alternée. ouais. Voilà, pour plein de raisons, hein, l'éloignement géographique en étude, mais comme tu l'as dit toi tout à l'heure, en étant sur Paris, soit t'es à 3-4 stations de métro, t'es à un quart d'heure, soit C'est vrai. t'es en banlieue, séparé de 10 km, mais la distance fait que tu es éloigné géographiquement et tu peux pas conduire tes enfants à l'école tous les matins, parce que je sais pas, c'est 1 heure ou 1h30 dans les bouchons, enfin, c'est pas possible. Donc ouais, c'est des sujets qui sont assez intéressants. Si je devais te poser une question sur toutes tes expériences, ce serait quoi la plus grosse erreur que t'aies commise et celle qui t'a coûté le plus cher, pas financièrement, mais l'erreur que t'as faite et qui t'a finalement impacté le plus négativement sur tes séparations et situations de séparation, ce serait laquelle? Oh la vache. La question piège. D'une certaine façon, parce que est-ce qu'il y en a une plus que d'autres? J'ai pas le. euh, Celle qui te vient en tête. Si, si, non, celle qui vient en tête, je pense la première. Je pense que la première compagne, parce que Alors quelle était l'erreur? Ouais. je, je me suis longtemps posé la question de savoir si on s'était vraiment donné tous les moyens pour que je pense que, enfin, on aurait pu peut-être attendre encore un peu avant de se séparer, peut-être. À ce Je veux moment-là. dire, être certain d'avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver, entre guillemets, le couple et de pas avoir de regrets aujourd'hui. Moi, ce Oui, que j'entends quand tu parles, c'est oui, effectivement, tu dis que finalement, si tu avais fait tel ou tel truc ou enclenché peut-être telle ou telle solution, peut-être que ça aurait changé les choses ou pas. oui, c'est Mais en fait, être certain ouais. à 100% d'avoir été Ouais, au bout de l'histoire. ouais, je pense qu'à un moment donné, en fait, moi, je suis parti vivre en Suisse sans mon ex-femme et mes enfants. J'ai resté 4-5 mois. Je rentrais un week-end Ouais. sur deux. Je pense que j'aurais dû dès le départ les emmener, enfin, ou en tout cas vivre une expérience à l'étranger. C'est peut-être le regret que j'ai parce que ça aurait été bien. J'aurais aimé vivre à l'étranger pendant un moment et Mm. j'aurais pu. Donc c'est peut-être ça, c'est le point important parce que j'avais quand même une maman qui était voilà, qui était formidable et encore aujourd'hui. Hein, j'ai des enfants qui sont. Moi, je n'ai pas eu de problème d'adolescence en tout cas pour les deux premiers. Parce que j'ai une maman qui est extrêmement présente et ça, c'est quand même, c'est une immense chance. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Euh, donc, c'est peut-être ça. Après le reste, comme je suis pas quelqu'un qui suis dans le conflit. J'aime pas rester trop dans le conflit. Donc, pour le coup, et quand je fais les choses, je les anticipe avant. Donc, je suis pas, je, mais oui, je pense que c'est ça. Enfin, c'est ce qui me vient. Après. Euh, je souhaite pas à mon pire ennemi de vivre ce que j'ai vécu lors de le deuxième divorce. Là, par contre, Ouais. ouais. Là, pour le coup, mais j'essaye quand même d'y penser le moins possible parce que ça a été une période qui m'a énormément abîmé. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup abîmé pendant très longtemps. Et je garde encore des séquelles aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Mais, euh, mais voilà, donc, mais il n'y a pas eu d'erreur majeure. Mais le, le cours de la vie, c'est qu'à un moment donné, quand on se retourne et on réfléchit, on se dit peut-être qu'à ce moment-là, oui. Donc, mais c'est aussi le charme de la vie, hein, Ouais. c'est d'apprendre et d'avoir une analyse en fait des choses voilà, qui se sont passées et de ne pas les reproduire pour les années à venir parce que c'est important. Puis à un moment, on a envie de se caser définitivement, même si le mot définitivement, il n'existe pas. Mais en tout cas, quand on dépasse les 50 ans, on est quand même, voilà, on est plus près de la fin que du début, entre guillemets. Donc il faut aussi, faut voir les choses différemment aussi. Et puis il faut atténuer. Et je trouve que le parcours de vie, moi j'en suis très fier, hein, de mes 4 enfants avec mes 3 femmes.
c'est quelque chose que j'en parle très librement. Vraiment, et j'en parle tout de suite. J'ai pas de problème à en parler là-dessus parce que voilà, c'est un schéma de vie. C'est comme professionnellement, j'ai eu la chance de travailler dans des secteurs très différents, dans la finance, dans les médias, dans la 3D, dans le monde du SaaS et des technologies. Donc je me suis enrichi à travers tout ça. Et c'est important. Écoute, je te propose pour terminer cet entretien à brûle pour point, un peu comme ça, je te donne une thématique et tu me dis ce qui te passe par la tête. Tu me donnes une réponse courte. Alors, le meilleur moyen pour garder une bonne relation avec une ex, ça serait quoi? Ah, c'est de ne jamais réagir à chaud, d'attendre toujours 24 heures, voilà, pour éviter de provoquer un conflit qui pourrait mettre plus de temps ensuite à s'éteindre. Ok. Et le même conseil pour avoir une bonne relation avec ses enfants, pour garder cette bonne relation avec ses enfants et la développer. Euh, Prendre toujours de la hauteur et demander toujours l'avis d'une tierce personne. Comment faire pour rester organisé quand t'es papa séparé après après le divorce ou la séparation? La partie un peu, si t'avais un conseil à donner pour allez, pour gérer le day-to-day, pour anticiper un peu, organiser les week-ends ou l'arrivée des enfants à la maison. Ce Ben, en serait fait, quoi? je pense tu disais, il faut être bien, enfin, faut être bien organisé. Il faut faire ça avant. Faut pas faire ça à la dernière minute. Alors tout dépend les situations. Mais si on a, parce qu'il y a des couples qui ne se parlent que par avocat, qui peuvent pas se parler en direct. Mais si on peut se parler en direct, je pense qu'il faut régulièrement essayer d'avoir un échange, de se dire voilà, tous les mois, on prend une demi-heure, on s'appelle et on gère. On gère le mois suivant ou les 2 mois pour que tout soit bien coordonné. Ce qui est important, à partir du moment, enfin, c'est pour les enfants que c'est important. À partir du moment où les enfants, où il y a un cadre et que tout est bien prédéfini, c'est bon aussi pour eux. Parce que Ouais. il faut pas oublier que c'est ça le plus important. C'est la gestion aussi des émotions pour les enfants. S'ils voient des parents qui sont bien organisés et coordonnés pour eux, c'est quand même beaucoup plus simple dans leur vie au quotidien. Le plus important pour pas sombrer après une relation, c'est quoi? Avoir des bons potes qui vous emmènent boire des bonnes quilles de vin. Parce que ça fait du bien de temps en temps, voilà, avec modération, bien évidemment. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi de profiter un peu des plaisirs et de se faire une bonne bouffe, un bon restaurant. Voilà, et de parler de. Et moi, dans ces cas-là, moi, je parle de football parce que je suis un passionné de foot. Je suis abonné depuis 20 ans au Paris Saint-Germain et je ne vais bien que quand on parle, voilà, quand je parle avec des copains, de se faire un bon dîner, voilà, entre mecs. C'est Écoute, important. je te souhaite d'avoir les 2 prochains mois en apothéose. Ça fait 20 ans que je paye pour ça, donc j'aimerais bien avoir une rentabilité. On a traversé la misère aussi. Exactement. Et dernier conseil, conseil financier à tous les papas séparés. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ce serait quoi l'action numéro 1 à faire pour, allez, pour prendre en main ses finances personnelles suite à la séparation? Bah, je pense que surtout aujourd'hui, il y a des outils, il y a un truc qui est vachement bien, qui est l'intelligence artificielle fait des choses assez extraordinaires et que je pense qu'il faut se faire aider avec des applications qui sont dédiées là-dessus et qui sont nécessaires. Je pense que c'est important. Euh, donc pour le coup, oui, mais anticiper. Il faut quand même anticiper et parce que c'est important. Euh, voilà, après tout dépend la configuration financière de chacun, hum, mais il faut arriver à se faire plaisir aussi. Donc je pense que c'est important. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive à se faire plaisir. Ça peut être un tout petit truc, hein, mais parce que sinon on a l'impression qu'on donne que pour les autres et on fait rien pour soi. Ouais. Là-dessus, je pense que L'équilibre. l'équilibre, ouais, L'équilibre. l'équilibre, il est quand même. Et il faut pas hésiter à demander quand on a besoin. C'est-à-dire que vous avez des amis qui peuvent vous aider à un moment où quand vous avez un coup dur. C'est toujours difficile, mais il faut le faire parce qu'on est soulagé de le demander. Ou à des parents quand on peut le faire. Ça a été mon cas à un moment donné, mais je pense que c'est bien de le faire. Impeccable. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé Et avec grand à cet plaisir. entretien. Merci pour toutes les confidences que tu nous as partagées. Bah, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais dire pour t'adresser à notre audience?
avant de se quitter. Moi, j'espère à travers ce podcast et mon histoire avoir pu donner en tout cas des idées ou des conseils à des personnes qui vont nous écouter. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 4 enfants avec 3 ex-compagnes et que j'ai su créer une, euh, une cohabitation globale qui fonctionne très bien. Donc, ça montre que ça marche, C'est euh, possible. que c'est possible. J'ai des enfants qui sont très heureux tous ensemble. Donc, le temps adoucit. De toute façon, c'est comme la perte de quelqu'un. Quand vous avez quelqu'un qui décède, on se dit toujours qu'on n'arrivera jamais à vivre sans cette personne. Et puis, la vie fait qu'avec le temps, on apprend. Voilà. Donc, je le répète, hein, il y a un temps pour la colère, il y a un temps pour le pardon. Euh, il faut jamais ne l'oublier. Voilà. Mais en tout cas, enrichissez-vous toujours des gens. N'hésitez pas à poser des questions quand vous croisez des gens qui sont divorcés, parce que il peut y avoir une petite idée, une petite organisation qui peut être bien. On dit toujours que bah, voilà, il y a des familles qu'une semaine, une semaine sur deux, c'est trop compliqué. Il y a des couples qui ont réussi à trouver un terrain d'entente où c'est lundi, mardi, c'est chez la maman, mercredi, jeudi chez le papa, et puis ensuite un week-end sur deux, du vendredi au dimanche. Donc ça permet d'avoir des durées moins longues, mais ça dépend aussi de l'âge de les enfants. Ça dépend d'un certain nombre de choses. Mais n'oubliez jamais de faire un effort, en fait. Il faut toujours, voilà. Si on fait un effort, automatiquement, la personne en face de vous, quelle que soit la relation, finira par en faire un pour vous à un moment où vous en aurez le plus besoin. Et ça, je pense que c'est hyper important. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. On va se quitter sur ces paroles de sagesse et d'optimisme. Euh, eh ben, merci encore d'avoir participé. Et puis, Merci. à bientôt pour un À nouvel bientôt. épisode. Ciao. Merci, Greg. À bientôt.